Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, je vais laisser une large place à vos témoignages d'observation d'OVNI. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir réagi lors de notre précédente émission sur ce thème aussi. Ce soir, nous allons essayer de lever un coin du voile sur ce dossier aussi épineux que passionnant. À mes côtés, des spécialistes capables de vous aider à voir plus clair. L'ufologue Patrick Gross est avec nous. Bonsoir. Allô ? Monsieur Gross, est-ce que vous nous entendez ? Allô, allô ? Patrick Gross ? Allô, bonsoir. Eh bien, j'espère qu'on va le retrouver d'ici quelques minutes. Il était en ligne avec nous tout à l'heure. C'est un ufologue qui est intervenu dans les aventuriers de l'étrange, notamment pour nous aider à élucider le mystère des crop circles. Et je compte évidemment sur ces lumières pour apporter des débuts de réponse aux témoins qui vont venir nous rejoindre. On avait appris d'ailleurs avec lui que les crop circles étaient essentiellement dus à des artistes anglais, qui le soir allaient faire un petit tour dans les champs pour réaliser, cela étant, de magnifiques dessins, mais ce sont quand même des artistes, rien à voir donc avec l'ufologie. Un peu plus tard, je recevrai Jérôme Beau, qui est informaticien et qui a mis au point un logiciel pour traiter les témoignages d'observation d'OVNI, ainsi qu'un autre logiciel tout ainsi intéressant. Il nous en parlera donc aux alentours de 23h15, 23h20. Si vous aussi, vous avez vu quelque chose de bizarre dans le ciel de notre Grand Sud ou ailleurs, eh bien écoutez, vous nous apportez votre témoignage, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 pour nous apporter le témoignage de votre observation, savoir ce que vous avez vu, à quelle heure exactement, dans quelles conditions, jour, nuit, combien de temps a duré cette observation. Tous ces éléments sont excessivement importants pour réussir à comprendre s'il y a pu y avoir une observation réelle. Ça, on en est sûr évidemment, mais s'il n'y a pas pu y avoir une confusion avec soit une planète, avec un ballon sonde ou avec un autre phénomène atmosphérique peu courant, pourquoi pas. Donc, appelez-nous si vous avez vu un OVNI ou si vous pensez en avoir vu un. Vous nous appelez 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone de notre standard. Ça n'est pas un numéro surtaxé, je vous le rappelle tout de suite, et on vous rappelle de toute façon dès que vous nous appelez pour que vous nous laissiez votre témoignage. 0826 300 300, Morad est au standard pour vous accueillir. Vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez sur votre portable Sud. Ensuite, vous laissez un espace. Vous rédigez votre texte, votre question, votre réaction, votre commentaire. Et vous nous envoyez le tout au 71 200. Il arrive directement sur l'écran que j'ai sous les yeux. Et je serai avec grand plaisir votre porte-parole. Sud Radio. Samedi et dimanche. 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Nous avons récupéré Patrick Gross, mon invité de ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir Louis. Comment allez-vous ? Fort bien. Je suis ravi de vous avoir à nouveau à l'antenne avec nous pour que vous nous apportiez vos lumières concernant les témoignages d'observation d'OVNI qui vont nous être présentés ce soir sur notre antenne dans les aventuriers de l'étrange. Et comme je le disais en préambule, il y a possibilité, même si on est sûr que les témoignages sont tout à fait sincères, qu'il peut y avoir confusion avec, alors je ne sais pas, des phénomènes atmosphériques, des ballons sondes ou autres, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs la plupart du temps le cas. Mmh. Les gens vont voir quelque chose qu'ils n'ont pas vu avant, qu'ils ne connaissent pas forcément. Ça va les intriguer, ça va donner lieu à un rapport d'observation d'OVNI. Et l'ufologie, son objectif principal, en fait, c'est d'expliquer ce qui a été vu, quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est un vaisseau spatial extraterrestre ? Est-ce que c'est un ballon sonde ? C'est là toute la question. Ouais. Est-ce que vous avez idée du pourcentage de témoignages que l'on réussit à élucider en découvrant qu'en fait la personne s'était de manière tout à fait sincère trompée ? Ah, les pourcentages. Oui, je sais. C'est une question à laquelle pratiquement chaque ufologue donnera une réponse légèrement différente qui dépendra de son propre catalogue. Ouais. Alors je peux donner des exemples. On peut prendre un fameux rapport
prétendument scientifiques, disons, par l'Université du Colorado, qui avait été chargée par l'US Air Force de les aider à se débarrasser de cette question des ovnis. Ah, oui. Et donc eux, leur objectif, c'était un petit peu de dire, bon, ben, il n'y a rien, il faut arrêter avec ça n'a aucun intérêt. Et ils ont édité un rapport avec sur les centaines de cas solides qu'on leur a donnés, ils ont pris ceux qui les arrangeaient, ils en ont laissé de côté tout plein. Et sur cette proportion-là, finalement, tout en concluant que les ovnis, ça n'a aucun intérêt, ils avaient quand même une bonne dizaine de cas sur la soixantaine pour lesquels ils n'avaient pas de réponse, voire écrivaient en toute candeur, si ce rapport a bien l'air d'être un objet qui ne vient pas de chez nous, ou des choses comme ça. Alors qu'ils étaient au départ payés pour sabrer le dossier OVNI. Oh, voilà. D'accord. Donc ça fait quand même une proportion intéressante, 10%, hein, alors que l'objectif était loin d'être candide. Hein. Ouais. On va avoir j'ai vu des chiffres de la gendarmerie nationale via le CNES qui indiquaient que pour l'année 1978, il y a un tiers des rapports déposés à la gendarmerie sont ce qu'ils appellent des PAN-D, c'est-à-dire des phénomènes aériens non expliqués catégorie D, c'est-à-dire des phénomènes qui, malgré les données qui sont suffisantes, malgré les enquêtes, malgré la recherche d'une explication triviale, n'en ont pas eu. Alors, bon, au CNES, on ne dit pas c'est des vaisseaux extraterrestres parce que on n'aime pas trop s'avancer à ce point-là. Mais bon, c'est encore un pourcentage. Moi-même, si je prends par exemple les témoignages que je reçois par courrier électronique, donc c'est des témoignages où pour la plupart du temps, je ne peux pas vraiment faire d'enquête. Hein. C'est un email que je reçois. Je n'ai pas les moyens matériels d'aller voir des centaines de gens chaque année pour mener une enquête approfondie. Malheureusement. Je dirais que pour à peu près 25% de ces témoignages, je trouve une explication tout de suite. C'est-à-dire, ça c'était un ballon au coucher du soleil, ça se présente exactement comme ça, c'est exactement la description, ou c'était un météore, ou c'était un avion, ou c'était ceci, cela. Pour une autre partie, on ne peut pas vraiment savoir parce que les données ne sont pas suffisantes. Les gens sont pas forcément des farfelus ou des ahuris, mais ils sont pas formés pour décrire de manière précise ou scientifique une observation. Alors ils vont vous donner des descriptions qui ne permettent pas d'aller très loin. Et sans une enquête derrière, on va avoir un cas qui est peut-être expliqué de façon triviale, peut-être pas, aller savoir, etc. Et ça, je dirais, c'est la moitié des cas que je reçois par email. Et puis, dans le tout, j'aurais quelque chose comme 20% de cas où, franchement, je me gratte la tête. Je ne vois pas d'explication. Le récit est suffisamment précis et clair. Ça va être des distances ou des circonstances qui ne permettent pas de rester comme ça dans le vague et dire c'était peut-être un avion après tout qui est mal décrit. Bon, donc ces pourcentages finalement ils vont varier en fonction du catalogue de rapports que l'on prend. Très bien. Et donc ça dépend entièrement de l'ufologue à qui vous vous adressez ou au projet d'étude auquel vous vous adresserez. Mais il y a toujours ce pourcentage, quoi. Très bien, un pourcentage comme relativement intéressant malgré tout. Patrick Gross, nous allons recevoir notre premier témoin. Il s'agit d'Yvonne Marie. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, en effet, c'est moi. Excusez-nous pour ce retard, mais... On fait pas comme on veut, c'est pas grave. Le match de rugby a duré beaucoup plus longtemps finalement. Oui, mais c'est pas grave. Et finalement, voilà, nous avons démarré avec un petit peu de retard. D'accord. Alors, en ce qui vous concerne, Yvonne Marie, votre observation s'est déroulée... c'est très loin, hein, ça remonte en 1953. Voilà, en 1953. Voilà. Et la date exacte, je pense que c'est en janvier. Ouais. On revenait de Nice, d'ailleurs. Alors, c'était en Côte d'Or, hein, en du côté Côte d'Or, de... Voilà. après Saulieu. Après Saulieu, où il y a ce célèbre restaurant. Oui, mais c'est beaucoup plus loin que Saulieu. On s'était arrêté justement là, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore de célébrité. Oui. Alors, il était quelle heure environ ? Et écoutez, il devait être 21h30 à peu près. Il faisait nuit ? Oui, bien sûr. Oui. Le paysage était légèrement vallonné ? Oui, ballonné, mais assez désert, hein, surtout à cette époque. Oui. Oui. C'était vers 21h30. Donc, on a été intrigués par ce qui se passait dans le ciel, parce que notre voiture, on s'est arrêté, avec les feux éteints, on a observé, et on est revenu dans la voiture parce qu'il faisait pas très chaud à cette heure-là. J'imagine. Oui, Vous étiez donc en rase campagne ? En race campagne, oui, vraiment, il n'y avait personne. Et alors, décrivez-nous ce que vous avez vu. Ce que j'ai vu,
évidemment, ça remonte très loin, mais moi, c'est resté vraiment dans ma mémoire. Hein. C'est un engin assez oblong, assez important, et qui paraissait illuminé, tout illuminé. Mhm. Et il restait sur place. Et après, il repartait avec une vitesse très très forte, quoi. Ouais. Et ça revenait, ça repartait, ça a duré 1h30, hein. C'est pas 5 minutes, hein. 1h30 Ah oui, 1h30, d'observation. oui. C'est pour ça que mon amie Madame Massa m'a dit, il faut absolument que tu en parles. Ben oui, j'en ai parlé. Oui. Chose importante, vous n'étiez pas toute seule dans la Non, voiture. j'étais avec mon mari. Donc vous étiez deux Oui. à avoir pendant 1h30 Oui. Ah ben observé oui, mais là, ce... mon mari est mort l'année d'après, Mhm. le pauvre. Oui. Mais Donc cet objet, je ne sais pas ce que c'était, ça restait sur place. Hein. oui. Je vous dire à combien de mètres, ça je peux pas dire. Hein. Mhm. Ça vous semblait... J'ai pas vu de petit homme vert. Hein. Non, Non, ça je peux pas dire ça. Dommage. Non, je n'ai pas vu ça. Ça vous semblait loin de vous? Pas très loin, non, mais vous savez, dans la nuit, on se rend pas bien compte. Oui. Donc Je peux c'était... pas dire de 300 mètres, j'en sais rien, peut-être plus, je ne sais pas. Mhm. C'était un objet de forme oblongue. Assez, oui. La lumière était de telle couleur, de quelle Oh couleur? non, alors ça je peux pas dire. Hein. C'était à illuminer, c'est tout ce que je peux dire, comme des hublots, je peux pas dire. Mhm. Il y Par avait... mon point, mais vous savez que quand on est revenu à Paris, je vous coupe la parole, excusez-moi. Allez-y. Quand on est revenu à Paris, à notre retour, le lendemain, nous avons entendu à la radio, justement, à la tour de contrôle de Dijon, avait assisté à ce phénomène et l'avait signalé. Et moi, je l'ai jamais dit à personne, hein, de toute façon. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas parlé? Mais à qui? Vous savez, puis j'étais très jeune et tout, bon, bah, j'avais autre chose. Non, je sais pas pourquoi, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, ça vous a suffisamment intrigué. Ah bah oui, 1h30, c'est pas 5 minutes, c'est pas quelques secondes. Ouais. C'est sûr. Il comment- y a certainement quelque chose, mais quoi, ça? Comment est-ce que ça s'est terminé? Ah bien, justement, ça partait, ça revenait, puis au bout d'1h30, bon, ben, complètement parti. Ouais. C'est tout, hein, j'ai rien vu d'autre. Hein. C'est-à-dire, quand vous dites complètement parti, il est parti dans une direction et il a disparu de votre oui, vue? oui, mais à une vitesse qui n'existait pas, surtout à cette époque-là, c'est pas possible. Ouais. Vous l'avez vu partir, revenir. Est-ce qu'il a effectué, je sais pas moi, des angles droits, des courbes? Vous savez, il volait comment? Oh, alors ça, vous savez, c'est loin, hein. Mais quand vous dites il est parti et revenu, c'est-à-dire il... Mais il restait sur place, et puis tout d'un coup, il repartait à une vitesse très, très, très importante. Oui. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Et Je il ne peux pas inventer autre chose. Non, mais j'essaye de visualiser Et on ce que... a vu tout de même quelque chose d'extraordinaire. Hein. On était vraiment très intrigués. Hein. Et la preuve que la tour de contrôle, peut-être Ouais. que vous pouvez retrouver ça. Mhm. Parce que c'était je pense que c'est en janvier. Écoutez, on revenait de Nice du carnaval. Alors vous voyez les dates, hein. Moi, Ouais. je me rappelle plus exactement. Je pense Janvier... que janvier ou février, hein. Ouais, Ça dure ouais. quelque temps. Hein. Ouais. Patrick Gross, que pensez-vous de ce témoignage, de cette observation qui a duré quand même 1h30? D'accord. Alors, si vous permettez, j'aurais d'abord une petite question Bien à sûr. Yvonne. Oui, bonjour monsieur. Bonsoir. C'est une question en rapport avec la taille de ce que vous avez vu. Oui. Si vous imaginez que vous tendez le bras et vous sortez par exemple des doigts, ou vous regardez vos ongles ou quelque chose, vous situez ça à quelle largeur? À quelle largeur où il était? Vous imaginez que vous tendez le bras, Oui. vous regardez par exemple vos doigts. Est-ce que c'était plus grand qu'un doigt ou plus petit qu'un doigt? Oh non, ça je peux pas dire ça. Ça je m'en rends pas bien compte. Hein. D'accord. C'était très important. Hein. C'était pas un petit engin. Ça devait être assez gros. Hein. D'accord. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi donner la taille relative de cette La chose. taille. Imaginez par exemple, vous prenez une pièce de monnaie et vous la tenez au bout du bras. C'est plus grand, plus petit, ou alors vous imaginez la Lune et vous me dites c'était 3 fois plus petit que la Lune, 10 fois plus grand que la Lune. Oh, ça je peux pas. Je me rends pas bien compte. Hein. Vous savez, c'est tellement loin tout ça. D'accord. Donc Moi, je vous dis exactement ce que j'ai vu. Hein. c'est au niveau du souvenir que vous n'arrivez pas à situer la non. taille, quoi. D'accord. À un autre moment, vous m'avez parlé de... Bon, c'était un objet qui émettait de la lumière. Hein. Oui, vous m'avez parlé de comme hublots. s'il y avait des hublots D'accord. allumés. Donc en fait, c'est ces hublots qui étaient illuminés. Oui. Vous diriez qu'il y en avait 1, 2, 10, 20 Ah, il y en avait tout de même pas mal. Hein. C'était Ouais. toute la partie était illuminée. Hein.
tout l'engin. D'accord. Mais autour de ces hublots, vous ne distinguez pas de forme? Non. D'accord. Non. Donc en fait, on a une rangée de lumière. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez si cette rangée de lumière avait été verticale ou horizontale? Plutôt horizontale. Hein. Plutôt horizontale. Horizontale, oui. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, mais c'est déjà pas mal. Mais je ne sais pas si vous pourriez peut-être avoir des renseignements par cette tour de contrôle de Dijon. C'est loin, bien sûr, mais ça doit être marqué tout de même, non? C'est une piste à suivre, oui. Moi, je pense. S'ils ont rapporté la même chose, oui. on pourra le voir. Mais c'est pas toujours évident de retrouver les archives. Moi, j'ai retrouvé énormément d'archives sur les événements de l'année 1954, dans laquelle je me suis un petit peu spécialisé. Oui. En 1953, on en parlait beaucoup moins, donc. Oui. Mais c'est vrai que ça vaut la peine de faire des recherches. Oui, parce que je pense qu'ils ont certainement noté quelque part. Ça, c'était une chose importante. Est-ce qu'ils l'ont signalé? Oui, tout à fait. À la radio. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. En tout cas, Yvonne Marie, merci pour ce Non, témoignage. Mais, écoutez, c'est normal, hein, dans le fond. Vous savez, je l'aurais jamais fait si cette amie, Madame Madard, que vous connaissez. Oui. Mais dites-moi, Yvonne Marie, juste une petite question. Je la connais depuis 66, alors vous voyez. Effectivement. Ça remonte loin, hein. Dites-moi, Yvonne Marie, vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous n'en avez pas parlé par peur de paraître un petit peu ridicule? Pas du tout. Non? Oh là là, vous savez, j'ai fait la résistance, j'avais pas peur. Hein. Ah oui, effectivement. Non, oui. pas du tout. Hein. Il y a dû y avoir bien d'autres choses qui étaient beaucoup plus graves que ça, effectivement. Bien sûr, oui. Bon, merci beaucoup en tout cas. J'ai suivi toutes les émissions qu'il y a à chaque fois. Ça m'intéresse beaucoup. Bon. Surtout que dans ma famille, il y avait des pilotes en plus. Alors on parlait de tout ça. Écoutez, voilà, je ne vais pas vous retarder plus. Non. Vous avez dit une chose intéressante. Dans votre famille, il y a des Oui, mon père pilotes. était pilote, mon oncle, mon père, mon frère aussi. Oui. Et vous en avez parlé avec eux? Ah oui, on en a parlé à cette époque, mais ils sont morts maintenant. Et qu'est-ce qu'ils vous avaient dit? Enfin, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'était curieux. C'était curieux, qu'il y avait certainement quelque chose, mais enfin, c'est tout. Bien. Voilà, bien écoutez. Merci. Ça peut vous être utile. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup, Yvonne Marie. Une bonne soirée. À vous aussi. Merci, bonsoir. Si Au revoir. Vous avez quelque chose à me dire, en tout cas, vous pouvez me rappeler, hein, ça ne me dérange pas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, Yvonne Marie. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler si vous avez vu quelque chose de tout à fait particulier dans le ciel un soir. 0826 300 300. Une question, Patrick Gross, avant de retrouver un autre témoignage. Ça marque les gens visiblement, parce que là, ça date de 1953, comme nous l'a dit Yvonne Marie, quand même. Oui, bien sûr, oui. Oui, les gens vont être d'autant plus marqués que l'observation était étrange. C'est sûr qu'une simple lumière distante, assez ordinaire, sur laquelle on se demande si peut-être c'est ce qu'on appelle un ovni ou pas, on n'est pas sûr, ça marque pas énormément les gens. Par contre, quelque chose de vraiment étrange, oui, ça reste dans les mémoires. Et est-ce qu'il y a de vieux témoignages que vous avez recueillis comme ça? Là, bon, c'est 1953, mais je pense à des témoignages peut-être qu'on a retrouvés dans la littérature, dans des écrits qui datent du début du XXe siècle, fin du XIXe. Oui, ou même avant. Maintenant, ça pose plus c'est ancien, plus ça pose de problèmes au niveau de l'interprétation. Évidemment. On voit avec Yvonne, par exemple, que on n'arrive pas à avoir un souvenir précis d'une taille angulaire, par exemple. Et ça, c'est gênant parce que même si le phénomène est étrange, le fait de ne pas avoir cette précision-là suffira à ce que beaucoup de gens haussent simplement les épaules en disant c'est des souvenirs, c'est vague, ça remonte à 53. Il y a peut-être quelque chose de précis là-dedans, mais étant donné que la taille angulaire, le souvenir n'en est pas précis, n'est pas descriptible, ma foi, qu'est-ce qui nous dit que le reste est précis, etc., etc. Donc plus c'est ancien, plus on va avoir de la difficulté à retrouver les éléments clairs et précis qui vont faire un rapport, on va dire, solide. Ouais. Vous restez avec nous, Patrick Gross, une pause et on se retrouve dans quelques minutes avec un autre témoignage, celui de Maxime. Alors on va se rapprocher un petit peu vers nous dans le temps, puisque lui a fait une observation en 1972, une observation tout à fait étonnante. À tout de suite. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Dossier OVNI ce soir 0826 300 300. Le standard vous est ouvert si vous pensez avoir observé quelque chose de particulier dans le ciel un soir ou en pleine journée. Morad est au standard pour recueillir vos témoignages. 0826 300 300. Vous pouvez également nous laisser vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace. Ensuite, vous rédigez votre texte et vous nous envoyez le tout au 71 200. Patrick Gross, juste comme ça à titre anecdotique, quel est le plus ancien témoignage qui soit arrivé à votre connaissance ou que vous ayez découvert, je ne sais pas moi, dans la littérature ou dans les dossiers OVNI que vous connaissez bien maintenant? Oh, ma foi, si on dans des choses très controversées, on va remonter à des textes de l'Antiquité, on va remonter à des observations par les Romains de choses qu'ils appelaient des boucliers volants. Alors bien sûr, un bouclier volant, ça peut être une soucoupe volante, ça peut aussi être un météore. Oui, exact. Est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aller rencontrer ces témoins et faire des enquêtes? Non. Donc effectivement, des témoignages très anciens, bon, ma foi, ça n'en manque pas. Hein. Peut-être un peu moins anciens et un peu mieux décrits avec un langage un peu plus moderne. J'ai par exemple eu une affaire qui s'est déroulée en Suisse en 1923, sur laquelle j'essaye de savoir si ce qu'ont décrit ces gens, c'était une fusée éclairante pour avertir d'une avalanche qui allait arriver et qui s'est effectivement produite ou pas. Et alors toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver des spécialistes de l'alpinisme suisse qui sont capables de me dire si les fusées éclairantes étaient déjà utilisées à l'époque. Ah oui, d'accord. C'est curieux que j'arrive pas à trouver de réponse à cette question. Et c'est rageant parce que c'est ça qui va orienter votre enquête ou pas, lui donner un tour tout à fait intéressant ou faire tomber l'affaire à l'eau, quoi, finalement. Oui, parce que la seule explication à ce qui est décrit, la seule qui soit censée dans le domaine des explications triviales, ça serait une fusée éclairante. Ouais. Il n'y en a pas d'autre. Ça peut pas être un avion, ça peut pas être ci, ça peut pas être ça, mais ça pourrait être une fusée éclairante. Alors tout tient à cette question technique, en fait. Est-ce que les fusées éclairantes étaient déjà utilisées? Bien sûr, dans les années 60, évidemment, on en avait. C'est connu, c'est courant. Mais en 1923, allez savoir. Ouais, bonne question. Patrick Gross, accueillons ensemble notre deuxième témoin. Il s'agit de Maxime. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Maxime. Patrick Gross est en notre compagnie, un ufologue qui nous accompagne dans différents dossiers dans les aventuriers de l'étrange. Alors, vous, Maxime, vous allez nous raconter votre observation qui s'est déroulée en 1972. Hein? Oui, exactement. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, d'abord, c'était au mois d'avril. Oui. Donc, à la même époque qu'en ce moment. C'est une fin d'après-midi. Il était environ 8h30. 20h30 Oui. 20h30. 20h30, oui. Il faisait jour, c'était entre chien et loup, c'était comment? Il faisait jour, mais le soleil était bien tombé quand même. Hein. Le jour n'était pas quand même, je veux dire, violent. Hein. Oui. Donc je me trouvais entre une ville qui s'appelait Montflanquin, un village de Montflanquin et Villeneuve-sur-Lot, entre les deux. Dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Sur une route départementale. Oui. Et je sortais d'un virage, d'ailleurs, un peu renommé, parce qu'il est assez dangereux. Il avait un surnom un petit peu comique, le fer à mulet, ça s'appelait. Oui. Et sur le bas-côté de la route, là, il y avait un engin, enfin, je dirais un véhicule, je vais dire. Au premier abord, j'ai pensé, avec le collègue avec qui j'étais, que c'était un véhicule, mais ça a duré 3 secondes. Hein. Et au bout de 3 secondes, on a compris que c'était pas un véhicule, hein, que c'était autre chose, quelque chose d'inexpliqué, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, on a vu que c'était un aéronef en plus. Bon, si vous voulez. 3 secondes après, la surprise passée, on a compris que c'était quelque chose d'irrationnel, si vous voulez, et de suite, il m'a dit c'est une soucoupe volante. Bon. C'était au ras du sol, là, je dirais entre 50 et 1 mètre de haut, en train de flotter, comme ça, sur place. Oui. Ça oscillait légèrement, mais à peine, hein. C'était un champ, hein, le bas-côté de la route. Hein. Oui. Bon. À ce moment-là, l'aéronef, de suite a démarré. Il a voulu me fuir, si vous voulez. Moi, j'étais dans un véhicule. Bon, à l'époque, c'était pas un véhicule très puissant, c'était une 4L. Ah oui. Ouais. Chose particulière, d'ailleurs, à cette heure-là, il n'y avait personne sur la route. Hein.
déjà pour commencer. Bon, Alors, en 72, pardon. oui. Ce que je voulais vous demander, Maxime, c'est est-ce que à ce stade de votre témoignage, vous pouvez nous décrire un petit peu, parce que vous l'avez assez bien vu cet objet finalement. Oui, je l'ai vu, oui. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemblait, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'était une masse d'acier. Bon, évidemment, je sais la dimension parce que j'ai fait une enquête par la suite. Bon, ça avait quand même, bon, déjà à première vue, je ne savais pas la dimension. Donc, ça me paraissait la longueur d'un plus grand qu'un semi-remorque. C'était une masse d'acier trapézoïdale. Vous voyez, en forme de trapèze, avec des hublots. Bon, pas de lumière, rien. Hein. Vous avez clairement vu des hublots? Clairement vu des hublots, oui. Mais je les ai pas vus, je les ai vus sur le flanc de l'aéronef, si vous voulez, et sur l'arrière. Hein. Parce que le devant, j'ai jamais pu passer devant, il m'a démarré devant le nez, vous voyez. D'accord. Donc j'ai vu le côté droit et le cul de l'aéronef. Oui. Alors, longueur aussi un peu plus long qu'un semi-remorque, ce qui est déjà une belle bête quand même. Ouais, mais je pense peut-être que c'est plus de 15 mètres quand même. Hein. Ouais. Je dis 15 mètres, mais je pense que c'était plutôt 20 mètres. Hein. Et en hauteur, en épaisseur, quoi. 5 mètres. 5 mètres de haut, facilement. Quand même, ouais. Ça faisait une masse, je vous le dis. Hein. Vous voyez ça, là, à faire en voiture, ça fait drôle. Hein. Oui, ça je veux bien vous croire, oui. Et donc, cet engin a démarré dès que... j'allais dire... à sa hauteur, que j'ai pu voir le flanc, de suite ça m'a fui, je dirais que ça m'a fui. Hein. Oui, d'accord. Donc il a démarré, et en face se trouvaient, c'est-à-dire des arbres, parce que c'est une région, évidemment, il y a la culture des pruneaux. Il y avait un champ de pruniers juste en face. Oui. Il est arrivé dessus le champ de pruniers, bon, il a pris de la vitesse. Il est arrivé juste au niveau des arbres, mais comme s'il n'y avait rien du tout, hop, il est passé au-dessus sans toucher une branche. C'est bon. Et il est passé au-dessus des arbres comme ça, là, mais comme s'il avait buté dedans, et de ce coup, il était au-dessus. Bon, donc moi, évidemment, et mon véhicule, mon copain m'a dit comme ça, mon camarade, suis-le. Donc, j'ai poursuivi cet aéronef. D'accord. Qui a commencé à prendre de la vitesse, qui est passé au-dessus du champ de pruniers. Je savais que j'allais rentrer dans un village, et bon, comme il prenait de la vitesse et qu'il passait sur le côté droit du village, j'ai pensé peut-être le perdre de vue, si vous voulez. Donc, j'ai roulé tant que j'ai pu à grande vitesse pour passer à l'intérieur du village très vite, pensant le retrouver en sortant du village. D'accord. Bon, il est passé sur le côté droit du village, et là, il y avait des fermes. Il y avait 2 fermes et un cimetière qui était là. Donc, je sais exactement à quel endroit il est passé. Là, il devait quand même marcher pas loin de 200 km/h quand même. Hein, quand il est passé au-dessus, sur le côté droit du village. Hein. C'est la vitesse que j'ai évaluée, moi, parce que j'étais avec ma 4L et j'étais à fond. Hein. Bon, je suis rentré dans le village. Sortant du village, disons, on va dire 500 mètres plus loin, là, il y a un calvaire qui se trouve là, et une ferme. Et l'engin était au-dessus de la toiture de la ferme, en suspension, juste au-dessus de la ferme, au ras de l'antenne de télévision, je dirais même. En vol stationnaire, comme on dit. Stationnaire, oui. Ouais. Et là, c'est comme ça que j'ai su la dimension. Oui. Donc, je pris mon courage à deux mains, je suis sorti du véhicule. Là, vous étiez à combien à peu près? À combien de mètres? J'étais de la maison. Oui. Je vais évaluer la distance entre 60 et 100 mètres. Hein. D'accord. Il y avait un chemin qui allait directement à la maison. Hein. Oui, d'accord. C'était à la sortie du village. Hein. D'accord, oui. Ça s'appelle le village de la Sauvetas-sur-l'Aide. Bon. Donc, j'ai décidé d'avertir les gens de la ferme qui avaient cet objet au-dessus de la maison. J'avais déjà compris ce que c'était parce que, bon... on voit qu'une chose comme ça dans sa vie, on le voit qu'une fois. Et c'est surprenant. Hein. Mon camarade, lui, j'ai remarqué, était dans un état d'excitation prononcée. Ça m'a choqué d'ailleurs sur le coup. Il avait très très peur. Et il m'a même dit, n'y va pas, tu vas te faire désintégrer. Je me rappellerai toujours, bon, je me croyais dans un film de science-fiction. J'imagine, oui. Mais moi, j'étais quand même, intrigué, j'avais pas peur. Donc je me suis approché, si vous voulez, dans le chemin, pour avertir les gens de la ferme qui avait cet objet au-dessus de la maison. Environ à 15 mètres de la ferme, si vous voulez, à ce moment-là, l'objet, il comprenait, je pense, que je faisais quelque chose vis-à-vis d'eux, enfin, le pilote certainement, parce que quand vous avez des hublots, c'est automatiquement pour voir à l'extérieur et vous diriger.
A priori. A priori, non, mais du moi, moins, c'est pour voir à travers, quoi. Oui, oui. Du moins, c'est Bon. pour voir à travers. Ça, c'est, Voilà, donc c'est pour voir à travers. Oui. Donc, il a commencé à reculer derrière la maison pour me fuir, une seconde fois. Oui. À ce moment-là, bon, le voyant plus, c'est-à-dire dans l'axe du toit, moi, je suis passé sur le côté gauche de la maison. Il y avait un hangar où il y avait des animaux de ferme. C'est-à-dire, et je suis passé entre la maison et le hangar. Oui. Et là, je l'ai vu partir de derrière, devant moi, l'objet. Je l'ai revu encore de près, si vous voulez. Là, il s'était vallonné derrière. C'était vallonné. Il y avait énormément d'arbres, c'est-à-dire c'était une forêt dense, qui était étendue quand même sur, peut-être je dirais sur 1 kilomètre à perte de vue. Des chênes. Donc là, devant moi, il a redémarré là. Il a pris, il a oscillé vers la pente, si vous voulez, à une vitesse normale. Hein. Et puis d'un seul coup, il a accéléré, en prenant un virage légèrement pour se diriger sur cette forêt. Il s'est dirigé sur cette forêt là, et là, il est parti à grande vitesse, hein. En rasant les arbres, mais alors sans les toucher, rien. Hein. Donc c'était bas comme altitude quand même. Hein. Ah, complètement. C'était relativement bas, puisque les chênes, bon, on va dire allez, que ça fait 10 mètres. Bon, là, il rasait tous les arbres comme ça, à une vitesse qui était impressionnante après. Hein. Sans les toucher. Sans les toucher. Ouais. Toujours pareil comme il avait fait pour les pruniers, pareil. Et alors, Maxime, une question que je ne vous ai pas posée depuis le début de votre témoignage, le son. Est-ce qu'il y avait un son quelconque? Oui, il y avait un petit sifflement. Il y a eu un je dirais pas un sifflement. J'y ai réfléchi parce que bon, c'est loin. Hein. C'était comme, je dirais, un chuintement, je dirais. Voilà comment je dirais le terme. Pour pas dire sifflement, je dirais, mais c'était imperceptible, mais il y avait quelque chose. Hein. Il y avait quelque chose, il y avait un petit sifflement, j'ai fait un petit chuintement. Ça a été très léger. Bon, là, mon camarade ne m'avait pas suivi, j'étais tout seul. Hein. J'étais resté dans la voiture, terrorisé. Voilà exactement ce que j'ai vu. Et évidemment, par la suite, est-ce que je continue mon élocution ou est-ce que vous avez mené votre enquête après? Oui, après j'ai amené une enquête, oui. C'est-à-dire, bon, j'ai laissé passer, je suis rentré chez moi, j'ai eu un grand tort, c'est de ne pas le déclarer à la gendarmerie. Bon, ça, je le regrette. Oui. Et bon, 3 semaines après, quand même, ça m'a travaillé. J'ai dit, il faut que j'aille à la ferme voir si s'est passé quelque chose, quoi. Comme il y avait un hangar avec des animaux et que bon, je me suis dit, il y a peut-être eu un phénomène à la maison, les plombs qui ont sauté. Donc, je suis allé voir les gens. Oui. Les paysans, si vous voulez. Et alors? Qui m'ont très bien reçu, d'ailleurs. Qui n'ont pas, alors, ils n'étaient pas étonnés parce que, bon, ça leur faisait plaisir, quoi, que quelqu'un ait vu quelque chose chez eux d'irrationnel, si vous voulez. Ils vous ont pas pris pour un fou, quoi. Pas du tout, oui, J'y suis revenu, je vous dirais, il y a 2 ou 3 ans, hein, de ça. Je suis revenu les voir, hein, entre parenthèses. Hein. Bon, et donc je leur ai dit ce qui s'était passé et tout. Ils m'ont dit non, il n'y a pas eu de plombs qui ont sauté, rien du tout. J'ai dit dans la grange, là, il n'y a pas eu de problème, les animaux d'affolement, rien. Non, il ne s'était rien passé. Eux, évidemment, je suppose, j'en ai fait l'analyse par la suite, 8h30, bon, les gens sont dans aux informations, évidemment. À la télévision. Oui. C'est une époque où il n'y avait pas beaucoup de voitures sur les routes. En 72, bon, à cette heure-là, et c'est vrai, j'ai rencontré aucun véhicule, donc je ne peux pas avoir d'autres témoins, si vous voulez. Oui, mais il y y avait votre ami qui était là, il y avait mon ami. Votre copain qui était là et qui a assisté à toute la scène. Il a assisté, il l'a vu au-dessus de la ferme, comme moi, mais il l'a pas vu, évidemment, derrière la ferme, quand j'y suis allé, moi. Oui. Bon. Je suis parti de la ferme, bon, sans avertir les gens, quand même, hein, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour un imbécile sur le coup. Ah oui, je comprends. Donc, j'ai réintégré mon véhicule et on est parti, bon, dans un état un peu, bon... un peu bizarre. Un peu bizarre, ouais. Maxime, vous restez avec nous, on fait une pause et ensuite, je passerai le relais à Patrick Gross, que votre témoignage doit intéresser, voire même intriguer. Et on va discuter à 3 et Patrick Gross, à ce moment-là, qui est l'ufologue, qui est mon invité ce soir, va nous donner son opinion, son avis et peut-être nous apporter quelques éclairages. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
0826 300 300, appelez-nous si vous avez vu quelque chose de particulier dans le ciel, si c'était quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à un ovni à votre avis. 0826 300 300, soirée spéciale témoignage consacrée à ces observations d'ovnis. Patrick Gross, ufologue, est en ma compagnie, ainsi que Maxime qui nous a rapporté ce témoignage tout à fait étonnant. Cette observation donc s'est déroulée en avril 72. Patrick Gross, quel est votre sentiment après avoir écouté Maxime? Là, on a un cas qui est, je dirais, à haute étrangeté. C'est de toute évidence quelque chose qui, a priori, comme ça, ne s'explique pas par je ne sais quel ballon ou avion ou autre. Ça, je crois que oui. Ni hélicoptère, enfin, je veux dire, quelque chose qui vole de cette manière, sans produire de son, c'est... Alors, l'hélicoptère, bon, moi je suis pas, comment on pourrait dire, en caricaturant un petit peu, je suis pas dans le camp sceptique. Des affaires comme ça, j'en connais, qui sont solides, qui ne sont pas des hélicoptères. Mais pour me faire un petit peu le porte-parole des sceptiques, je pense que dans ce genre de cas, l'explication qu'ils essayeraient de forcer sur la chose, c'est l'hélicoptère. Alors moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est que Maxime nous dit qu'il n'y avait absolument aucune lumière sur l'objet. Il est à votre disposition. Maxime peut répondre volontiers à toutes vos questions. Patrick, allez-y. C'est bien ça, Maxime. Aucune lumière. Oui. Bonsoir, monsieur Patrick. Oui, non, il n'y avait aucune lumière, non. D'accord. L'autre chose, c'est que vous me parlez des hublots. Oui. Ces hublots se présentaient comment? Plus clairs, plus sombres que le reste Je l'ai trouvé sombre quand même. C'était pas éclairé de l'intérieur. Ouais, donc c'était des surfaces qui semblaient plus sombres que le reste de l'objet. Disons, j'ai trouvé même l'objet assez sombre aussi. Ouais, l'objet. L'objet était assez sombre, mais disons c'était vraiment sombre, oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Est-ce que vous avez pu voir une forme particulière dans ces hublots carrés? Non, mais j'ai bien regardé. Mais l'objet était vraiment, je veux dire, comment dirais-je, je vais dire un terme un peu primaire, il était. C'est-à-dire que c'est pas un ovni, si vous voulez, bien lisse, là, bien. Il m'a semblé que j'ai vu dériver. Ouais, dériver. Ça avait l'air d'une masse d'acier et il m'a semblé qu'elle s'était rivetée un peu, que j'ai vu dériver. Enfin, c'est curieux. Bon, ça, je l'ai vu à contre-jour, si vous voulez, quand ça a démarré sur le bord de la route. C'est l'impression que j'ai eue parce que ça m'est passé devant la voiture de suite. Donc là, à contre-jour un petit peu, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui fixait l'acier, si vous voulez. Ouais. Voilà le détail que j'ai remarqué. Au niveau de la voiture, il s'est rien passé de spécial. Elle n'a pas calé, elle s'est pas arrêtée, vous avez pas... Non, j'ai marché... c'est formidable. C'est hors du commun. Parce que déjà, je l'ai vu descendre pour remonter vers ces fermes, là, en sortant de la route départementale. Ça a descendu dans un petit ballon, c'est remonté. Je l'ai bien vu partir sur la droite du village. C'était pas rond, c'était trapézoïdal, mais le derrière me paraissait pas arrondi, quand même. C'était un truc primaire, comme ça m'a fait penser un petit peu au fameux sous-marin de Nemo là. Le Nautilus. Le Nautilus, oui, quelque chose comme ça, oui. Oui, vraiment. Et une masse d'acier lourde, vous voyez, quelque chose de lourd, mais qui flottait avec une facilité déconcertante. Est-ce que vous en avez parlé après avec votre ami? Est-ce que vous avez comparé ce que vous aviez vu? On en a parlé, oui, mais lui, c'est un garçon qui n'était pas très érudit. Il était plutôt un peu dans l'hystérie, un petit peu, comme réaction. Il avait même peur, un petit peu, vous voyez. En même temps, on comprend un petit peu, mais... Oui, il a eu des réactions, on en a parlé un petit peu, mais pas au niveau technique. Je reconnais que... ça, j'ai rien à cacher, je peux même donner son adresse. Oui, et tout à fait. le cas échéant, s'il y avait une enquête, je l'ai pas revu depuis 30 ans, mais je peux redonner ses coordonnées. Il sera obligé d'acquiescer. Il était témoin. Oui. Oui. Patrick Gross. Alors, pardon, si M. Gross veut me poser une question, je suis à sa disposition. Ma foi, là, vous avez quand même une observation qui est relativement intéressante, pour ne rien vous cacher. Ce qui serait à faire maintenant, ça serait par exemple, vous décrivez toutes les phases de l'observation très précisément. Vous savez où il était, vous situez le cimetière, le village, mais j'ai tout fait, j'y suis revenu. Les pruniers, etc. Donc ce qui serait intéressant dans l'affaire, ça serait que vous nous communiquiez un plan
Ah oui, bien sûr. En situant les différentes phases de l'observation, et éventuellement, vous l'avez peut-être d'ailleurs fait, un minutage de toute l'aventure, quoi. Oui. Mais en même temps, bon, alors j'ai mesuré la ferme. C'est comme ça que j'ai su la dimension de l'objet. Oui. J'ai pris la hauteur parce que j'étais artisan dans le bâtiment. J'avais du matériel pour mesurer. Quand je suis revenu 3 semaines après à la ferme, dont les gens m'ont permis de mesurer la ferme, j'ai pris la hauteur de la ferme. Oui. C'est comme ça que j'ai pu évaluer la dimension de l'objet. Et après, si vous voulez, j'ai fait une autre enquête. Là, je l'ai faite plus tard. C'est-à-dire, je l'ai faite il y a 5 ans de ça. Parce que ça, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de témoin. C'est pas, les gens, bon, du côté droit de c'est-à-dire là où c'est passé, à la ferme, il y avait des vaches, une station de stabulation avec des vaches. Il y avait deux stations. Et là, il y avait des gens qui travaillaient, ou des paysans, dont je suis allé à une ferme, où c'est passé. Et là, bon, la personne est restée à me regarder froidement. Là, je l'ai fait il y a 5 ans, ça, hein. Je suis allé voir un monsieur qui était juste à côté aussi, puisque l'objet était passé entre sa maison et cette ferme. Parce que je sais le trajet qu'il a fait, l'objet. Oui, vous avez mené vraiment une enquête assez poussée, finalement. Hein. Bon, le gars m'a traité de tout. Enfin, bon, il m'a pris pour un fou. J'ai quand même posé la question à 4 ou 5 personnes pour faire du bruit et savoir si quelqu'un allait se manifester avec des témoins. Et depuis, je n'ai jamais eu de nouvelles. Je suis revenu voir la dame à la ferme, que son mari était décédé. Bon, elle était sympathique, elle se rappelait très bien de l'événement, mais l'affaire en est restée là, et je suis resté quoi, si vous voulez. Et bon, vous passez une vie avec ça, vous avez vu un engin comme ça, vous y pensez toute votre vie, comme si, bon, les gens qui sont croyants, ils veulent voir la Vierge ou le Christ. Bon, ils voyaient jamais rien. Moi, je vois quelque chose qui n'était pas rationnel, là, quelque chose qui m'a vraiment surpris et que j'ai bien pu détailler. Patrick Gross, là, enfin, il y a plusieurs hypothèses à éliminer les unes après les autres, mais là, c'est un témoignage oral, évidemment, il faudra en discuter avec Maxime, éventuellement le rencontrer, qu'il fasse un plan, coucher sur le papier tout un tas d'éléments pour que vous puissiez vraiment vous prononcer, mais là, a priori, quel est votre sentiment? Si vous permettez, je vais d'abord poser la question à Maxime. Pour vous, Maxime, ce que vous avez vu, ça pouvait être quoi? Si vous cherchez l'explication la plus logique possible, déjà, je me suis la moins pire, disons. Ouais, mais bon, non. Pour moi, bon, c'est quelque chose. En 72 déjà, bon, il n'y avait pas d'engin qui pouvait se déplacer avec cette propulsion déjà. Voilà, vous me dites que c'est pas de chez nous, quoi. Non, c'est pas de chez nous. Bon, je me suis documenté quand même avec des revues scientifiques, dont j'ai pris des bouquins de Petit, par exemple, de Jean-Pierre Petit. Vous êtes au courant, je pense. Oui. Bon, j'ai pensé à cette histoire de MDH, là. C'est-à-dire de magnéto-hydrodynamique, le déplacement, ça a l'air de cadrer, hein. Je veux dire, bon, la souplesse avec laquelle ça se déplaçait, cette masse, et la facilité, la rapidité aussi, les accélérations brusques, c'est impressionnant. Est-ce que, Maxime, vous avez parlé à chaque fois de la cime des arbres? Quand ils se déplaçaient, ils frôlaient les arbres. Hein. Est-ce que les arbres bougeaient? Est-ce que les feuilles bougeaient? Je pense que non. J'y ai réfléchi, justement. Je pense que la cime que les arbres ne bougeaient pas, les feuilles ne bougeaient pas. Ça bougeait pas, ça... je pense qu'il n'y avait rien qui bougeait. Parce qu'un engin comme ça qui passe fait un déplacement d'air. C'est ça, tout à fait. Et donc, les feuilles bougent. Or, si rien ne bougeait, ça se rapproche de la théorie de magnéto machin bidule. Oui, hydrodynamique. Voilà. De Jean-Pierre Petit. Voilà. Qu'en pensez-vous, Patrick Gross? Alors là, au niveau de la façon dont ce truc-là bouge, moi je me prononcerai pas. La magnéto-hydrodynamique, c'est une idée tout à fait intéressante, notamment parce qu'elle résout un problème qui était une objection courante aux ovnis à une certaine époque, qui était de dire mais ces trucs dont on dit qu'ils sont supersoniques, on n'entend pas les bangs, donc ça n'existe pas, c'est des visions, c'est hallucinatoire. Et la magnéto-hydrodynamique résout ce problème-là, puisqu'elle permet de se déplacer à des vitesses supersoniques sans qu'il y ait cette onde de choc, quoi. Ouais. Mais pour le reste, la magnéto-hydrodynamique est quand même basée sur l'idée qu'on ionise l'air ambiant. Et à ce moment-là, cet air ambiant, il va montrer une luminosité que l'engin en question, là, n'avait absolument pas. D'accord. Donc, j'irai
viendrait pas dire que ça marche à la MHD ou que ça marche à ceci ou à cela. Hein. Là, les portes sont ouvertes, on peut aller chercher très loin. Quoi. Ouais. Ce qui est certain, c'est que Maxime a donné son avis sur la chose. Moi, je le partage. C'est clairement pas quelque chose de banal ou d'ordinaire. J'ai pas d'avion miracle à sortir de ma manche là pour vous dire nous avons un SMS qui vient d'arriver d'un auditeur, un fidèle auditeur dont le pseudonyme est Rascal, qui dit: la présence de l'objet près de l'antenne télé, parce que Maxime, vous avez dit que l'objet avait été resté en vol stationnaire au-dessus aurait peut-être dû gêner la réception télé. Est-ce que vous en avez parlé? J'ai pas pensé à poser la question aux gens. Ah, d'accord. Mais par exemple, je me suis posé une question déjà. Je me suis posé des interrogations. C'est-à-dire, arrêt. Premièrement, il était sur le bord de la route. D'ailleurs, je vous dirais que il me semble qu'à l'endroit où c'était posé, quand je l'ai vu, ça n'a pas repoussé l'herbe. J'ai vu qu'il y avait un tas de gravats maintenant à cet endroit et qu'ils avaient mis des pierres. Le champ est complètement libre et là, il y a des pierres. Donc, je suppose que déjà, l'herbe, ça, je vous dis, j'y suis passé il y a 2 ou 3 ans. J'ai vu ces pierres-là sur le bord de route. J'ai dit, ils ont dû voir que ça poussait pas. Ils ont dû mettre des... Et c'était là où était arrêté l'engin. Pourquoi était-il arrêté, déjà? Point d'interrogation. Il y avait une raison, là. Ouais. Et après, deuxième question. La fuite. Pourquoi la fuite? Donc, ça, c'est aussi un point d'interrogation. Donc, déjà, il y a l'histoire des hublots. Regard vers l'extérieur. Quand il y a des hublots, c'est qu'on pilote quelque chose. Ensuite, il y avait l'arrêt. Et la fuite. J'ai retenu ceci comme examen, si vous voulez, je veux dire, matériel ou psychologique en me posant des questions. L'engin me fuyait, si vous voulez. Des questions tout à fait légitimes, Maxime, mais de toute façon, on pense que ce genre d'engin, si c'est un engin secret, il n'avait aucun intérêt à être découvert, et ensuite, si c'est un engin exotique, comme on dit dans le milieu ufologique, il y a eu, à notre connaissance, très peu d'engins. S'ils voulaient se montrer, ils atterriraient, je sais pas, à Place de la Concorde à Paris, ou Place du Capitole à Toulouse, ou au Quinconce à Bordeaux, quoi. Et puis ils diraient bonjour, et puis voilà. Donc, de ce point de vue-là, dans la casuistique ufologique, en fait, on a de tout. Ce qu'on n'a pas, c'est l'invasion massive de la planète Terre par les extraterrestres. Ça, tout le monde le sait. Mais pour le reste, on a des engins qui ont un comportement discret, c'est-à-dire, comme ce que Maxime dit, on a clairement un espèce de comportement d'évitement. Maxime approche 3 secondes après, l'engin qui avait l'air relativement pépère là au sol commence à s'en aller. Et on a des comportements qui ressemblent plutôt à une indifférence royale, avec des engins qui flottent là dans le ciel, avec les gens qui le regardent, et puis l'engin fait son petit bonhomme de chemin sans avoir l'air d'éviter. C'est des choses qu'on va retrouver dans la grande vague de la vallée de l'Hudson en 95 et dans les années suivantes, ou dans la vague belge par exemple. Là, on n'a pas vraiment d'évitement, quoi. Donc on a un petit peu tous les cas de figure. Merci en tout cas à vous, Maxime, de nous avoir rapporté ce témoignage très très intéressant. D'ailleurs, Patrick Gross, peut-être voudriez-vous avoir les coordonnées de Maxime pour en discuter plus amplement très volontiers. Dans le courant de la semaine. Maxime, si vous voulez bien, je donnerai vos coordonnées à Patrick Gross. Avec plaisir. Écoutez, comme ça, vous pourrez continuer à discuter ensemble de cette affaire. Et peut-être qu'en plus, il peut peut-être téléphoner aux camarades qui bien est sûr, avec moi, bien sûr. qui habitent toujours dans les environs. Je pourrais lui communiquer le numéro de téléphone de cette personne qui pourra certifier, puisque je ne l'ai pas revu depuis 30 ans, ce qu'il a vu en tant que passager de mon véhicule. Ce serait excellent. Serait excellent. Merci beaucoup, Maxime. Allez. Merci. Bonsoir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci pour ce témoignage très intéressant. Patrick Gross, un SMS vient d'arriver qui dit « Ce témoignage me fait penser à l'Eurocopter, hélicoptère ultra sophistiqué, silencieux. C'est signé Gilles de Bordeaux. Qu'en pensez-vous » Cela dit, maintenant, ça date de 1972. Oui, alors en 72, l'Eurocopter, on peut complètement oublier. La description d'ailleurs ne ressemble pas à un hélicoptère. Un hélicoptère à une heure aussi avancée, on n'est pas tout à fait dans la nuit encore, mais enfin quand même, il a quand même un minimum de lumière, de signalisation, il a un rotor. Il y a du bruit. C'est vrai qu'un hélicoptère qui va être à 200 mètres de vous, avec le vent qui souffle dans la mauvaise direction, à la limite, on va pas
trop l'entendre, etc. Mais enfin bon, il y a quand même quelques petites limites. Maintenant, bon, c'est effectivement des choses à prendre en compte. Dans un cas comme ça, c'est après une enquête qu'on pourra aller plus loin. Il va falloir effectivement considérer s'il y a vraiment absolument aucune possibilité que ce soit un hélicoptère, en prenant des mesures, des distances, en refaisant les parcours, en prenant des plans, etc. On va chercher les directions des vents et ce genre de choses. Ouais. Et bon, l'Eurocopter. Ouais. Un avion furtif, non? Non. 72. Les avions furtifs, c'est des avions comme les autres. La furtivité, c'est simplement que les ondes radar, ne sont les pas captent envoyées pas. facilement dans la direction du radar qui les émet. Elles sont déviées dans tous les sens par des surfaces planes ou des matériaux absorbants. Mais pour le reste, c'est un avion. Exact. Ça a besoin d'une certaine vitesse pour ne pas tomber par terre. Tout à fait. Vitesse de décrochage, on va être dans les 200 à 300 km à l'heure à peu près. Ça va faire un bruit monumental, etc., etc. Donc ça, un avion furtif, non. Donc témoignage vraiment intéressant. Ah oui, tout à fait, oui. Bon, vous livrerez, enfin vous discuterez avec l'ami de Maxime, et on fera peut-être le point une autre fois si vous le voulez bien sur ce dossier. Très volontiers. Parfait. Patrick Gross, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, un autre témoignage, celui d'Alain, qui lui a fait une observation également très surprenante. C'était en 1998, donc là beaucoup plus proche de nous. 0826 300 300, vous continuez à nous appeler si vous avez été témoin d'observation d'OVNI. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre commentaire, votre question, comme d'ailleurs une très bonne question de David du Lot-et-Garonne que je poserai à mon invité Patrick Gross dans quelques minutes, et vous l'envoyez au 71 200 et ça arrive directement sur l'écran que j'ai sous les yeux. À tout de suite. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. 0826 300 300, si vous avez été le témoin d'une observation tout à fait intéressante dans le ciel de notre Grand Sud ou d'ailleurs. Morad est au standard pour recueillir vos appels, ou vous pouvez nous contacter par SMS sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Un peu plus tard dans l'émission, avant la fin de l'émission, je recevrai Jérôme Beau qui est informaticien et qui a mis au point d'ailleurs un logiciel pour traiter les témoignages d'observation d'OVNI. Patrick Gross, ufologue, est mon invité ce soir. Il m'épaule pour nous apporter ses lumières concernant ces témoignages que vous avez la gentillesse de nous livrer. Patrick Gross, je vous propose d'accueillir maintenant Alain qui est dans notre compagnie. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors Alain, vous, votre observation s'est déroulée en 1998. Oui, tout à fait. Par un jour, c'était au mois de mai. Il faisait un temps magnifique sans un nuage et j'avais rendez-vous chez un client, j'étais commercial à l'époque, et donc je me souviens exactement de l'heure. L'observation ou les observations ont eu lieu de 11h30 à midi. Donc plein jour, ciel magnifique. Ah, magnifique. Bon, donc conditions idéales pour observer le ciel ou quelque chose dans le ciel du moins. On peut le dire comme ça, oui. Ouais. Alors racontez-nous votre aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'avais rendez-vous chez un client donc à Gournay-en-Bray, qui est en Normandie. Et la route était très droite sur des kilomètres, et soudainement sur la gauche j'ai observé donc deux objets que j'ai d'abord pris pour des cerfs-volants, ensuite pour des éperviers. Et en me rapprochant et en regardant mieux, j'ai vu que c'était en fait deux objets, des aéronefs semble-t-il, qui étaient en vol stationnaire. L'avant penché à peu près à 30 degrés, et qui était donc, un me faisait pratiquement face et l'autre était de profil. Et en regardant mieux, je me suis aperçu donc que ces objets qui étaient en vol stationnaire ressemblaient un petit peu au Concorde, qui m'avait bien sûr interpellé et étonné, qu'il y avait des ailerons à la base de ces engins-là, mais qu'ils étaient en vol stationnaire. Ils ne bougeaient pas, ils étaient donc arrêtés. Et, ils étaient loin de l'autre, loin l'un de proches l'un de l'autre. Donc un me faisait pratiquement face et l'autre était de profil, ce qui m'a permis de voir les deux configurations, les deux formes de ces appareils-là. J'étais tellement surpris que j'ai sorti la tête à l'extérieur de la voiture en sentant qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait et
qui devait donc trouver une explication. Donc j'ai sorti la tête de la voiture et j'ai regardé inconsciemment au-dessus de la voiture. Et à ce moment-là, j'ai vu au-dessus un engin triangulaire, un triangle isocèle parfait, de couleur goudron foncé, sans mode de propulsion apparent, ni réacteur, ni hélice. Donc c'était en fait un objet, un engin donc triangulaire. Sur le pourtour, il y avait des stries assez écartées, sur tout le pourtour que je pouvais voir. Le dessous était d'un côté très lisse et de l'autre côté, il était légèrement convexe et irrégulier. Mmh. Et donc j'ai pu observer cet objet volant tout à ma guise, étant donné que il était environ probablement à 400 mètres, pas plus. D'accord, donc il était orienté vers le nord-ouest par rapport à ma voiture, Oui. et il volait, donc il évoluait à peu près à la vitesse de ma voiture. D'accord. Et donc ensuite, il m'est venu une idée en tête que je vais vous dire. J'ai pensé, ils ont 1000 ans d'avance sur nous. Voilà. C'est Voilà comme ça, pensé. oui, ça vous est venu comme ça à l'esprit, oui. Voilà, j'ai pensé ça lorsque j'ai vu ces engins. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'il y a une chronologie de tout ce que j'ai vu. Il y a les deux objets, donc précédemment cités. Oui. Il y a cet objet donc qui était au-dessus de ma voiture. D'accord. Alors, lorsque j'ai rentré la tête, j'ai cessé de regarder donc cet objet qui se trouvait au-dessus de ma voiture. J'ai regardé l'endroit où étaient les engins que j'avais vus auparavant, mais ils avaient disparu. Je ne les ai pas vus partir, mais il n'y en avait plus. Et à mon avis, ils étaient assez loin, mais relativement importants et gros, parce que j'ai vu des détails également. Et à ce moment-là, j'ai entendu un bruit semblable au bruit que fait un orage, avec des fréquences très basses, accompagné d'un cliquetis qui pouvait évoquer un moteur mal réglé ou le mobilette qui n'aurait pas bien, dont le moteur n'aurait pas bien tourné. Donc j'ai été saisi, j'ai eu un peu peur, et je suis arrêté à peu près 300 ou 400 mètres plus loin. J'ai regardé dans le ciel et il n'y avait plus rien. Et voilà. Donc, j'en tire pas de conclusion hâtive, mais j'ai vu quelque chose de quand même tout à fait étonnant, que je n'explique pas, notamment la configuration et la forme de l'engin qui est au-dessus de ma voiture, qui était tout à fait incroyable, en ce sens qu'il n'avait même pas de feu clignotant comme ont tous les avions, me semble-t-il. Et il n'y avait pas de cockpit, il n'y avait pas de, comment dirais-je, pas de moteur apparent. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu et que je n'ai jamais revu depuis. Voilà. Ouais. Votre observation en tout et pour tout a duré combien de temps? Écoutez, elle a duré assez longtemps, je pense de 11h30 à midi moins 10 à peu près, me semble-t-il. Parce que je suis arrivé chez mon client à midi, et les observations ont eu lieu peu avant Gournay-en-Bray, qui se situe donc dans le département de la Seine-Maritime. À l'époque, j'étais commercial et donc je visitais une clientèle dans cette région-là. Ouais. Voilà. Rien de particulier n'est arrivé à votre voiture, à votre montre, vous n'avez rien constaté après coup? Non, justement, parce que j'ai lu effectivement ce qu'on peut appeler la littérature, donc sur les ovnis, ça m'intéressait, mais pour autant, les objets que j'ai vus ne ressemblaient en rien à ceux qui ont été décrits dans certains livres donc de ce genre. Et c'est quelque chose de tout à fait inédit. Et l'appareil triangulaire qui était au-dessus de ma voiture ressemblait un peu aux engins qu'on voit dans les jeux électroniques, si vous voulez. C'est tout à fait surprenant et je n'ai pas d'explication. Donc je suis allé l'après-midi faire une déclaration à la gendarmerie donc de Gournay-en-Bray qui m'ont reçu, et je me suis rendu compte que là, ça j'en avais entendu parler, il y a un livre qui sur les ovnis à disposition de la gendarmerie que j'ai vu, qui est plus étroit que haut, et où j'ai aperçu des croquis de soucoupes volantes, pour reprendre la formule consacrée, traditionnelle, si je veux dire. Et donc c'est un gradé qui m'a reçu, et il m'a fait évaluer une distance de la fenêtre de la gendarmerie. Je lui ai répondu donc ce qu'il attendait de moi, c'est-à-dire la vraie et la bonne distance, et il voulait simplement me tester également. Mais donc il y a eu un procès verbal de dressé
très intéressant. Je me suis rendu compte que les gendarmes les gendarmes savaient de très bien de quoi ils parlaient, puisqu'ils sont chargés, eux, de recueillir donc ces observations. Et là, je n'ai pas pu avoir un double de ça, puisque je l'ai réclamé, mais on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'en donner. En revanche, vous pouvez retrouver ce compte rendu d'enquête sur le site du CNES et en allant sur le site du GEPAN, puisque ils sont en train de les mettre en ligne actuellement. Donc vous allez pouvoir sûrement retrouver votre compte rendu avec votre nom effacé, bien entendu, parce que pour des raisons de respect et d'anonymat, ils ont été obligés d'enlever toutes les références permettant de retrouver les témoins. Patrick Gross, qu'en pensez-vous? Alors, on a un cas qui est encore très intéressant. Mais nous n'avons que des cas intéressants, Patrick. Alors, au niveau des pourcentages des cas étranges, là, on monte un peu par rapport aux 10 ou 20% qu'on entend d'habitude, hein, puisque le premier témoignage de la dame est un peu difficile à cerner, ce qui n'est pas tellement étonnant vu l'ancienneté, on était en 53. Les deux suivants, ma foi, sont quand même relativement clairs. Mm-hmm. Alors là, est-ce que vous avez, comment dirais-je, je voudrais qu'on revienne parce que ça pourrait peut-être aider Alain à établir une distance. Quand vous dites on tend la main, et est-ce que c'est gros comme un doigt, comme un ongle, ça correspond à quoi exactement ça? Alors bon, le problème avec un objet volant non identifié, donc on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas savoir sa taille puisqu'on ne sait pas ce que c'est. C'est que beaucoup de témoins vont vous dire c'était grand comme une orange, c'était grand comme la lune, c'était grand comme une assiette, c'était grand comme ci, grand comme ça. Tout ça, c'est pas très 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 précis. Hein. Ce qu'on sait, c'est que la vision stéréoscopique de l'homme, elle porte à 50 mètres. C'est-à-dire qu'un objet qui est à 50 mètres de vous, si vous savez ce que c'est, bon, vous pouvez en donner une taille, vous pouvez le situer dans l'espace. Si vous voyez un objet sur un fond de ciel libre, par exemple, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas quelle est sa taille, à partir du moment où vous dites il faisait tant et tant de mètres, c'est pas fiable. Alors ce qu'on peut donner par contre, c'est la taille angulaire, c'est-à-dire la largeur apparente comparée à un objet qu'on tiendrait à bout de bras. D'accord. Ça permet après de fixer des limites, dans certaines mesures, à la taille que ça pouvait effectivement avoir si ça avait été à 100 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres. D'accord. Donc c'est pour ça que beaucoup d'ufologues vont essayer de vous faire comparer l'objet que vous voyez à la taille du pouce vu à bout de bras. C'est là qu'on a parfois des surprises. On a des gens qui vont vous dire voilà, j'ai vu un engin absolument extraordinaire, c'était comme ci, comme ça. Et puis quand on arrive à leur faire exprimer une taille angulaire, ils vont dire c'était à peu près comme la pointe d'un stylo bic que vous tenez à bout de bras. Donc c'est minuscule. Ah oui, c'est vraiment tout petit si en là. plus c'est dans la nuit, que c'est lumineux, bon ben là vous pouvez plus vraiment parler d'engin. C'est trop petit pour qu'on puisse vraiment interpréter ce que c'est. Par contre, j'ai eu des gens qui semblaient avoir vu quelque chose de banal, et puis quand je leur ai demandé la taille angulaire, ma foi, ça pouvait pas être tellement banal. Parce que si ça avait été à 50 mètres 2, ça aurait fait 50 mètres de large, mais si c'était 2 fois plus loin, c'est 2 fois plus gros, etc. Donc là, on peut très vite se rendre compte que c'est pas un avion, tout simplement, parce que la taille angulaire que ça a, si c'est un avion, il est juste au-dessus de vous, il est à 50 mètres de vous. À ce moment-là, vous sentez les vibrations de l'engin, etc. Et si on le met plus loin, il finit par mesurer 1 kilomètre de large. Donc c'est pas un avion non plus. Ouais. Donc là, effectivement, pour Alain, ça serait intéressant qu'il puisse nous dire, au niveau de cette taille angulaire, en comparant par rapport au bras tendu, ce que ça pouvait avoir comme largeur apparente. Alain ? Écoutez, moi je l'ai excessivement bien vu, je l'ai vu très très clairement, et il était assez bas. J'ai discerné des détails dont je me souviens très bien, surtout les stries écartées qui étaient au pourtour de l'appareil, tout au moins pour ce qui était visible de l'endroit où j'étais. Et j'ai très bien vu la couleur, j'ai vu qu'il n'y avait pas de cockpit, qu'il n'y avait pas de propulsion, que c'était donc quelque chose de plat et d'épais, mais uniformément épais sur toute la surface, voyez-vous. Donc je n'ai pas une vague lueur ou une vague chose. Oui, j'entends bien. Mais est-ce que vous pouvez me dire, si vous tendez le bras devant vous, vous tendez le bras, vous regardez vos doigts, est-ce que vous pouvez me dire si c'était large comme un doigt, 2 doigts, le tiers d'un doigt, la moitié de l'ongle ou quelque chose? Vous avez au moins 3 doigts. Hein. Au moins 3 doigts. Ah oui, au moins 3 doigts. Vous tendez le bras, vous
prenez Je viens de le trois faire. doigts et c'est la largeur de l'engin triangulaire que vous avez vu au-dessus de vous. Absolument. J'ai vu D'accord. des détails très très précis. Et les deux engins que vous aviez vus en premier, c'était le même ordre de taille? C'était plus grand, plus petit? C'était probablement beaucoup plus grand, parce que donc c'était beaucoup plus loin. Mais j'ai quand même, c'est assez difficile à décrire, mais sur celui les deux avaient comment dirais-je, le nez, l'avant, plus penché que le reste de l'appareil. Donc il y avait ces deux ailerons assez longs mais assez étroits en bas de l'appareil. Hein, donc il n'y avait aucune fumée. De la même façon que sur le troisième engin donc triangulaire, je n'ai pas entendu de bruit qui couvrait le propre bruit de ma voiture, par exemple, ou je n'ai pas vu de fumée, ou simplement quelque chose qui avait l'air d'être très bien placé dans l'air, qui était au-dessus de ma voiture. Enfin, au-dessus de ma voiture, quand même à 300 ou 400 mètres. D'accord. Si vous permettez, j'espère que vous vous vexerez pas, je vais essayer de faire l'avocat du diable et de jouer au sceptique. Est-ce que les deux objets que vous avez vus au départ, ça pouvait être des avions à décollage vertical ordinaire, jouant des arrières? Impossible. Enfin, impossible. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est impossible? Pourquoi c'est impossible? Parce que leur taille c'était pour des appareils qui étaient gigantesques à mon avis, et d'une forme tout à fait inhabituelle. Je pense que je lis assez souvent des revues techniques où effectivement il y a des prototypes de toutes sortes d'engins, notamment d'engins volants, et la position, que donc légèrement penché vers l'avant, à peu près à 30 degrés par rapport au sol. Je n'ai pas pensé du tout que ça pouvait être quelque chose qui existe ici, oserais-je dire, sans pour autant divaguer ou lorsque je lisais donc les livres sur les ovnis, ce qui m'intéressait c'était les observations, mais les délires ou les excès ne m'intéressaient pas du tout. Mais tout ce qui était technique, observation notamment relayé par des radars, ça m'intéressait beaucoup. Ça restait à mon sens quelque chose de sérieux tout au moins. Alors, nous avons, mon cher Alain, un SMS qui est arrivé, que je trouve assez amusant, qui dit: bonsoir, est-ce que l'auditeur, autrement dit vous, a cherché d'autres témoins dans la zone? Et il signe Mulder. Je trouve ça, voilà, c'est le côté amusant. Mais est-ce que le gendarme vous a dit... Non, mais est-ce que le gendarme vous a dit avoir peut-être reçu d'autres témoignages? Non, à ma connaissance, non. Je sais qu'ils sont venus avec moi en camionnette, à l'endroit donc où j'avais vu ces engins. Oui. Ah, quand même, ça a été donc ils ont poussé assez loin quand même. Absolument. Donc ça n'a pas servi vraiment à grand chose puisque les engins ne se sont pas posés. Oui, évidemment. Parce que je les ai vus. Oui, tout à fait. Alors j'avais appelé un journal local qui m'a pris pour un doudingue probablement. D'accord. Rien qu'au ton qu'il employait, bon, j'ai cru comprendre qu'il ne me prenait pas très au sérieux. J'imagine. Et ce que je peux comprendre, je veux dire, ce sont effectivement des rapports qui étonnent, qui choquent, qui bousculent pas mal de choses. Mais bon, c'est vrai que moi je vais vous dire le fond de ma pensée, j'ai eu le sentiment que j'assistais à quelque chose d'abord de chronologique, de sensé d'une certaine façon, et j'ai pensé que l'engin qui était au-dessus de ma voiture pouvait être un engin de reconnaissance qui a rejoint les deux autres engins, ou un des deux engins, qui avaient eux-mêmes disparu lorsque j'ai cherché à les voir, donc après avoir observé l'objet triangulaire. Voilà, moi j'ai vu quelque chose qui est presque comme un scénario, si vous voulez. Pas du tout de vagues choses comme ça qu'on interprète sur un reflet ou c'est pas des objets qu'on a vaguement, etc. C'était quelque chose de très très coordonné et c'est vrai que j'ai été de bon public, j'ai été intéressé parce que j'avais le sentiment de voir quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie. Et pourtant j'ai 54 ans. Oui. Patrick Gross, c'est un témoignage qui vous semble intéressant, qui mériterait une investigation un peu plus profonde? Ah oui, absolument, oui. C'est ce genre de cas qui intéresse les ufologues comme moi. Oui. Moi, je suis
pas là pour essayer de prouver absolument que la chose vue est banale, ordinaire, que c'est un avion, un hélicoptère, mais pour vraiment savoir ce que c'est. Alors évidemment, il y a des limites. Si je peux pas donner à Alain, par exemple, un brevet de garantie que les engins qu'il a vus sont extraterrestres. Mais on peut toujours comparer avec les engins terrestres, on peut faire des recherches à ce niveau-là, on peut voir si c'est possible ou pas possible que ce soit de chez nous ou pas de chez nous. Là, dans les 2 derniers cas qu'on a eus, il y a quand même de quoi douter que ce soit des engins terrestres, sur plusieurs points. Voilà. Ouais. Mon cher Alain, on ne va pas réussir à vous apporter une réponse formelle évidemment ce soir, mais en tout cas, une chose est sûre, et Patrick Gross l'a dit également, c'est que votre observation, 1, est intéressante, et 2, on n'a pas a priori d'explication entre guillemets terrestre, connu, voilà, pour rester un petit peu plus classique, connu à vous donner. Et ça laisse la porte ouverte à toutes sortes d'hypothèses, bien entendu. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en témoignant ce soir, j'ai le sentiment donc d'avoir quelque part apporté une information. Oui. Voilà, vous avez tout à fait raison, et c'est absolument essentiel que les gens qui voient des choses aussi intéressantes en fassent part. Alors, moi je dis bravo à ceux qui le font, c'est très bien, mais il y a certainement beaucoup de gens qui n'en font pas part du tout, parce qu'il y a le risque du ridicule, etc. Alors il y a des solutions à ça, il y a le moyen de déposer des témoignages sous anonymat. La gendarmerie va respecter cet anonymat. Beaucoup d'ufologues, comme moi-même, on va respecter cet anonymat. Si la personne ne veut pas être embêtée à son travail par les collègues qui vont faire des gorges chaudes, parce que c'est comme ça, parce que les gens, ils aiment bien rigoler un bon coup, on peut garantir l'anonymat sur ce genre de choses. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Maintenant, il faut faire attention. La gendarmerie, c'est une source sérieuse. Bon, ils sont pas là pour se moquer des gens. Les ufologues, en général, sont aussi des gens sérieux. Mais il faut quand même faire attention à qui on s'adresse. Il y a des ufologues qui vont tout de suite vous donner le certificat de garantie. Oui, ce monsieur a vu un engin extraterrestre. Je ne ressens pas de honte ou de gêne à parler de ça, parce que j'ai vu quelque chose qui ne n'ouvre pas sur le doute, parce que j'ai vu des choses tangibles, j'ai vu des choses façonnées, j'ai vu des choses construites, et j'ai vu un scénario qui m'a tout à fait étonné. Mais en ce sens, donc, voilà, c'est l'œil de l'observateur qui dit ce qu'il voit, et c'est vrai que j'ai une petite tendance à penser que c'était pas d'ici, mais j'en ai aucune preuve. Mais pour autant, je reste avec les pieds sur terre. Mais à mon avis, c'était quelque chose qui était pas d'ici. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, mon cher Alain, et à très bientôt peut-être. J'espère. À la prochaine observation. Écoutez, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Et merci pour votre témoignage. Patrick Gross, nous allons faire une pause à nouveau et retrouver Jérôme Beau, qui est informaticien, ingénieur en informatique, et qui a créé un logiciel pour le traitement des informations justement d'observation d'OVNI. Vous avez vous-même un site internet dont je peux donner la référence, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'ufologie.net, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, ufologie, vous l'écrivez comment, vous? UFO. Ah, d'accord, ok. Très bien, il me semblait. Ah oui, c'est le double slash. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait un H, parce que ufologie.net était pris, donc vous aviez fait une. D'accord, donc c'est ufologie.net tout simplement. Voilà, en français avec IE à la fin, quoi. Très bien. Vous restez avec nous. Nous allons retrouver Jérôme Beau dans quelques minutes pour qu'il nous en dise plus sur ce logiciel qu'il a créé. Et ensuite, nous parlerons d'un SMS que nous a envoyé David du 47 qui demande si les fameux chariots de feu cités dans la Bible font référence à d'éventuelles observations d'OVNI ou pas. Vous nous livrerez votre impression, votre sentiment sur ce passage de la Bible. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Dossier OVNI ce soir avec Patrick Gross qui est mon invité, ufologue, et vient de nous rejoindre Jérôme Beau. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange. Je vous ai invité pour que vous nous parliez d'un logiciel que vous êtes en train de finaliser, car il est presque finalisé, j'imagine. Non, on ne peut pas dire
dire ça. Il y a encore un peu de boulot. En cours de développement, ouais. Très bien. Alors, concernant le traitement des témoignages de personnes qui ont observé des ovnis ou qui pensent avoir observé un ovni. D'abord, expliquez-nous en quoi ça consiste exactement. Bah, si on reprend un peu les témoignages que vous avez eus ce soir même, ouais. Vous avez été amené à poser, vous, Patrick, un certain nombre de questions. Typiques de justement un enquêteur qui commence à récolter les premières informations pour se faire une idée de ce qui s'est passé exactement et ce dont témoigne le témoin. Parmi ces questions, on a vu que il y en a auxquelles le témoin a du mal à répondre. Par exemple, il se souvient plus de la taille de quelque chose, ou alors il a du mal à interpréter même les questions. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'une taille angulaire, un azimut, etc. Tout à fait. Effectivement, l'enquêteur va se mettre au niveau du témoin et lui parler de la manière la plus compréhensible possible, pas utiliser un langage technique pour se faire comprendre. Mais il y aura toujours des incompréhensions possibles et toujours des déformations possibles. Alors, le but du logiciel que je développe, qui n'est pas une idée nouvelle en fait, c'est d'essayer de limiter d'abord ces différents problèmes. Le problème du nombre de données à récolter, par exemple, on aurait pu demander au premier témoignage à quelle élévation en termes de degrés est-ce que c'était pour voir si une hypothèse astronomique était possible. On aurait pu demander est-ce qu'il y avait des nuages, quelle était la couverture nuageuse, etc. Mais il y a des tas de choses comme ça auxquelles on ne penserait pas forcément toujours. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est si on essaye de reconstituer visuellement le témoignage, eh bien, on va, en fait, en décrivant l'ensemble de la scène, collecter d'un seul coup toute une série de données, même celles auxquelles on ne pense pas. Je vous donne un exemple. Si le premier témoignage dessine sa forme lumineuse dans le ciel, sans le savoir, elle va définir une taille angulaire. Après, on pourra déduire cette taille angulaire du dessin qu'elle a fait. Si elle le fait évoluer, bon là en l'occurrence c'était stationnaire, elle va définir une vitesse angulaire. Et on va pouvoir déduire des tas de choses comme ça, alors que le témoin n'aura fait que décrire un mouvement, la manière dont ça lui a semblé se déplacer, plus ou moins rapidement, avec des pauses, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier à la fois le travail de l'enquêteur et du témoin, en focalisant vraiment sur le visuel, en limitant toutes les déformations possibles, en essayant de recréer vraiment ce qu'a vu le témoin sans passer par les mots qui passent toujours par des interprétations. Forcément, si le témoin vous dit « j'ai vu une toupie renversée », par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Est-ce que ça lui rappelle une toupie qu'il a vue dans son enfance qui ressemblait vraiment à ce qu'il a vu? Il peut y avoir des tas de choses possibles. Tandis que si vous voyez ce qu'il a décrit, là, vous verrez de manière brute, en quelque sorte, ce qu'il a vu. Alors bien sûr, ça élimine pas toutes les possibilités de déformation possibles là-dessus, mais ça les réduit déjà. Mais dites-moi, ça doit être effectivement assez long à mettre au point ce genre de questionnaire, de logiciel, parce que il faut essayer de réduire toutes les possibilités d'erreur ou d'interprétation. Finalement, c'est énorme. Alors c'est long, oui, mais c'est pas parce que on essaye de réduire quoi que ce soit. En fait, on essaye surtout de faire en sorte que la représentation du témoignage soit la plus fidèle possible et la plus réaliste possible. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut tester auprès du témoin une hypothèse de phénomène astronomique, par exemple, ou d'un ballon, par exemple, Patrick citait au départ des cas typiques qui ont été expliqués comme des ballons. Le problème, c'est que si un enquêteur vous dit, d'après ce que vous me dites, l'hypothèse la plus probable, c'est un ballon, vous aurez toujours des cas où le témoin va vous dire, vous me dites ça, mais moi, je sais ce que j'ai vu, et pour moi, c'était pas un ballon. Et malgré tout ce que vous pourrez lui expliquer, il y a bien un ballon qui a été lâché à ce moment-là, vous avez retrouvé, etc.
le témoin vous dira, mais oui, mais moi, je sais que c'était autre chose. Mmh. Ça rappelle un peu comme la rentrée atmosphérique du 5 novembre 91. Il y a des tas de gens qui ont vu des tas de choses. Et pour ceux pour lesquels on pourrait dire, ce que vous avez vu, c'était une rentrée atmosphérique, ils vont vous dire, non, moi je sais ce que j'ai vu, c'était pas ça. Alors comment on peut résoudre ce problème? Eh bien, si vous arrivez à simuler votre hypothèse de manière réaliste, vous la montrez au témoin, là le témoin peut vous dire si ce que vous lui montrez, ça ressemble à ce qu'il a vu ou pas. Oui, il est obligé de se rendre à l'évidence, quoi. Il peut sans forcément déboucher sur la conclusion, il peut vous dire oui, ça ressemble à ce que j'ai vu ou ça ressemble pas du tout. Et là, vous avez le moyen d'avancer une hypothèse avec l'accord du témoin pour une fois. C'est-à-dire que le témoin vous dit, il dit pas que votre hypothèse est forcément la bonne, mais il vous dit au moins ce que vous simulez là, qui est un ballon au coucher du soleil par exemple, ça exclut pas effectivement ce que j'ai vu parce que ça ressemblait à peu de choses près. Oui, tout à fait. À ça. Ouais. Donc, ce qui veut dire que avec votre logiciel, on fait comme une sorte de portrait robot. On essaye de faire un portrait robot de ce que la personne a vu finalement. Voilà, exactement. Et comme je disais, c'est pas une idée nouvelle, c'est une idée qui a 30 ans au moins, puisque en fait le GEPAN, donc l'ancêtre du GIPAN, bien sûr, avait réalisé en son temps un outil, mais avec les technologies de l'époque, qui s'appelait le SimOVNI, qui était un simulateur d'observation d'OVNI, justement. Ça avait à peu près le même but. Sauf qu'aujourd'hui, l'idée, donc, c'est de tirer parti des technologies d'aujourd'hui pour essayer d'en faire une version plus sophistiquée. Ouais. Et alors, ça se déroule comment donc, la personne, le témoin, est devant un écran d'ordinateur. Et là, vous reconstituez le paysage, la luminosité jour, nuit ou entre les deux, s'il y avait forêt ou pas, vallonné ou plat, etc. Tout à fait. Le but, effectivement, c'est encore une fois de faire vraiment la reconstitution la plus fidèle possible pour mobiliser non pas des mécanismes chez le témoin de reconstruction qui sont lourds et fastidieux pour essayer de se remémorer, mais de lui présenter, d'arriver à présenter une situation où il puisse dire, comme quand on montre un portrait robot, ah oui, c'est ça que j'ai vu. Voilà. Donc, effectivement, on part bien sûr d'un ensemble de données de base, c'est-à-dire le lieu où il se trouvait, l'heure à laquelle il a fait son observation, etc., de manière à ce qu'on puisse reconstituer effectivement l'environnement du témoignage avec le ciel, notamment astronomique, avec les corps célestes qui étaient là et leur position à ce moment-là. Et puis, donc, le témoin va dessiner ce qu'il a vu, avec bien sûr des facilités qu'on va lui offrir pour qu'il puisse dessiner n'importe quelle forme. On ne va pas lui imposer des formes, bien sûr. Appliquer des effets d'éblouissement ou de flou, enfin de choses qui auraient pu affecter les formes qu'il dessine. Et puis, bien sûr, il va enregistrer les mouvements qu'il a vus, s'il y en a eu. C'est-à-dire qu'il va tracer, mais vraiment en temps réel, comme s'il était en train de revivre l'observation, le mouvement des phénomènes qu'il a vus. Ça, c'est enregistré. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas enregistré sous forme d'images brutes, comme des photos. C'est enregistré, en fait, ce sont les données qui sont enregistrées. C'est-à-dire constamment, quand on enregistre son témoignage, on va enregistrer chaque seconde ou chaque milliseconde, même si on veut, la position du phénomène à l'endroit, donc son élévation angulaire, sa position, sa couleur, il peut changer de couleur au fur et à mesure du temps, etc. Voire même l'orientation du témoin, s'il tourne la tête, etc. Et donc toutes ces données-là vont être stockées de manière à pouvoir être par la suite analysées pour en déduire des données indirectes. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir d'une vitesse angulaire, on peut faire des hypothèses sur des vitesses réelles différentes. Par exemple, les calculer. À partir de l'élévation, enfin de la position dans le ciel, on peut faire des hypothèses pour voir si, à ce moment-là, quel accord astronomique il y avait à cet endroit-là, par exemple, si c'est un phénomène stationnaire, etc., etc. Et donc, ces données sont stockées. Elles vont pouvoir être ensuite revues à volonté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le rejouer. C'est comme un magnétoscope, on rejoue, sauf que c'est pas des images, c'est les données qui sont réinterprétées, on revoit l'observation. Et puis ces données vont bien sûr pouvoir être
lu pour en tirer des infos, notamment avec des comparaisons avec d'autres cas. Par exemple, on va pouvoir faire bien sûr des statistiques, mais pas que ça. On va pouvoir rechercher des similarités avec d'autres cas, par exemple. Donc si vous avez un témoin qui vous décrit un phénomène qui a une forme plutôt à base d'ovale, dépassée avec une vitesse angulaire de 10 degrés par seconde, par exemple, vous allez pouvoir rechercher dans votre base de cas enregistrée avec cet outil des choses qui ressemblent, par exemple. Oui, c'est énorme quand même. C'est effectivement un programme qui ne se met pas, qui ne se finalise pas comme ça du jour au lendemain. C'est un boulot colossal. Quand vous travaillez le week-end uniquement dessus. Oui, j'imagine. Patrick Gross, ce que vient de nous décrire Jérôme Beau, je dirais, c'est un outil magnifique pour les ufologues. Qu'en pensez-vous? Ça peut être un outil très intéressant. Bon, moi, je veux pas me prononcer sur un outil avant qu'on puisse le tester. Hein. Ça, c'est la phase essentielle, c'est la phase de test. Après, pour voir si effectivement ça colle ou ça ne colle pas avec ce que les gens rapportent par d'autres biais. C'est comme ça qu'on peut voir quel est l'outil qui déforme le plus ou qui déforme le moins, etc. Voilà, c'est ça. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que dit Jérôme qui sont tout à fait classiques en ufologie. Hein. Prendre la carte du ciel au moment de l'observation pour voir si le monsieur il a vu Vénus, c'est évidemment des choses essentielles pour pas mal de cas. Il y a encore aujourd'hui beaucoup d'ufologues qui ne font pas ce genre de choses. Ils vont pas vérifier si la lune était levée ou pas, ils vont pas vérifier si le monsieur a vu Vénus, a vu un point lumineux plus gros qu'une étoile exactement à l'endroit où se trouvait Vénus, mais n'a pas vu Vénus juste à côté. Ergo, en fait, il y a de fortes chances que ce qu'il a vu c'est Vénus, etc. Donc il y a énormément de choses qui relèvent de l'enquête ufologique, qui sont pas faisables par la radio. C'est pas en posant quelques questions très rapidement aux gens qu'on va arriver à faire le tour de absolument tout ce qui doit être noté, consigné précisément au niveau d'une enquête. Par exemple, quand quelqu'un vous dit je l'ai vu en telle année, tel mois, tel jour, rien que ça demande un approfondissement. Comment il sait que c'est tel jour, tel mois, telle année? Peut-être qu'il s'est trompé. Est-ce qu'il se rappelle un événement qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui s'est déroulé le même jour ou 2 jours avant? Est-ce que c'était juste avant la finale de la Coupe du Monde ou ce genre de choses? Tout ça, c'est des questions que l'enquête doit absolument poser. Hein. Donc c'est un travail qui est très long, c'est un travail qui est très complexe. Formaliser ça sous forme d'un logiciel, c'est, je pense, aussi très long et très complexe. Hein, mais je veux certainement pas décourager Jérôme ou lui dire qu'il n'y arrivera pas. Quoi. Mais je suis très intéressé par voir le produit fini. Quoi. Bien sûr. Jérôme Beau, est-ce qu'il y a un site internet où l'on peut découvrir ce logiciel et l'essayer? Oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, comme la plupart des cas où on réalise des logiciels, en fait, on commence par réaliser un prototype qui valide un peu les concepts. Puis si on voit que ça tient plus ou moins la route et que les idées sont validées, on va faire une version réelle, grandeur nature, comme quand vous faites une maquette. Oui, il faut le faire tourner, quoi, pour voir un petit peu, il faut le faire vivre. Donc, pour voir ce que ça donne. Il y a un prototype de disponible depuis pas mal de temps maintenant, qui se trouve donc sur le site ufomatics.org. Ufomatics avec TICS à la fin, .org. TICS, voilà. Qui héberge une série de projets d'outils logiciels pour l'ufologie, dont ce projet d'outils de témoignage visuel qui s'appelle UFO at Home. UFO at Home, UFO à la maison. Rappeler un peu l'outil SETI at Home. Mais alors, pour revenir sur ce qu'a dit Patrick et aller dans son sens, effectivement, ça ne reste qu'un outil et ça ne remplace aucunement un travail d'enquête qui reste toujours indispensable. Bien sûr, mais je veux dire, les deux outils, si je puis m'exprimer ainsi, se complètent évidemment. Ça totalement. ne pourra jamais remplacer un enquêteur. Bien sûr. Merci beaucoup Jérôme Beau en tout cas d'avoir fait ce détour du côté des aventuriers de l'étrange. Je rappelle donc votre site internet où on peut voir parmi d'autres logiciels celui-ci, ufomatics.org, ufomatics.org, et le nom de ce programme dont vous nous avez parlé, très alléchant, je l'avoue, et très intéressant, c'est UFO at Home. Voilà. Merci beaucoup Jérôme Beau. De rien. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Patrick Gross, très rapidement, puisqu'il nous reste plus que 3 minutes malheureusement, les chariots de feu cités dans la Bible, est-ce que
auraient pu être des observations d'OVNI? Ah, alors ça c'est une affaire tout à fait intéressante parce que on va la prendre par les deux extrêmes. Hein. Oui. Alors il y a bon, la petite histoire, c'est que le prophète Ézéchiel décrit une vision qu'il a eue. C'est décrit naturellement dans un langage ancien qui est à peine traduisible correctement aujourd'hui. Donc ça laisse un petit peu de place à certaines interprétations. Alors il y a une interprétation qui a été faite non pas par un farfelu de l'ufologie la plus borderline possible, mais par un ingénieur de la NASA qui s'appelait Joseph Blumrich. Donc qui était un ingénieur à la NASA. Et lui, il s'est dit bon ben cette description, je vais la dessiner, je vais voir ce que c'est en faisant un dessin et en essayant de représenter techniquement les éléments que nous décrit le brave prophète Ézéchiel. Et il a réussi à sortir de là une espèce d'engin bizarre qui, tiens, on en parlait avant, ressemble à une toupie renversée, avec des espèces de roues qui ont des axes multiples de manière à ce que la roue elle puisse tourner pratiquement dans toutes les directions. Enfin, il a construit une espèce de machine fantastique qui naturellement ne pouvait pas exister à l'époque, ça c'est clair, qui a plus l'air d'un espèce de bric-à-brac, la Léonard de Vinci, qu'un véritable vaisseau spatial, mais enfin bon. Donc c'est une interprétation. Et puis à l'autre extrême, vous avez l'interprétation sceptique qui a repris exactement la même description de ce que Ézéchiel raconte, et on a déduit tout simplement que c'était un phénomène de sundog. Alors les sundogs, c'est très simple, vous avez dans certaines conditions météo, quand il y a des cristaux de glace dans l'atmosphère, le soleil qui a l'air de se multiplier. C'est-à-dire que vous allez avoir un faux soleil à sa gauche, un faux soleil à sa droite, un faux soleil au-dessus, et un espèce de cercle qui relie le tout avec le vrai soleil au milieu. Et dans la description d'Ézéchiel, il est question de 4 roues et de choses comme ça. Et donc pour cette thèse sceptique, les 4 roues, en fait, c'est les faux soleils qui sont de part et d'autre du vrai soleil. Et donc on voit qu'à partir d'un récit ancien, biblique, qui n'est pas du tout un récit scientifique ou moderne ou technique, on peut aller vers la description d'une machine technologique, bizarre, étrange, incongrue, impossible pour l'époque, d'un côté. Et de l'autre côté, on peut arriver à un phénomène naturel relativement connu, qui n'est pas fantastique du tout. Et alors ça montre bien toute la difficulté des rapports anciens. C'est qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. C'est des thèses de Rorschach, ces trucs-là. On peut pas enquêter, on veut pas aller voir Ézéchiel et lui dire bon, mais finalement, regardez les deux dessins. Voilà le dessin des sceptiques avec des faux soleils, et voilà le dessin de l'ingénieur Blumrich de la NASA, qui connaît pas n'importe qui nous dessine une machine. Et puis déjà, il faudra lui expliquer ce que c'est que la NASA. Ah voilà. Le brave Ézéchiel, on peut pas lui montrer les deux variantes et lui demander son avis. Le temps est passé, il est plus là, c'est comme ça, quoi. Bon. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très méfiant avec les anciennes histoires d'OVNI. On peut les interpréter dans un sens, dans un autre et au milieu, et puis on peut aussi se dire que bon, après tout, ce que signifient ces histoires, c'est que peut-être nos ovnis dits modernes étaient aussi déjà vus autrefois, peut-être. Merci beaucoup Patrick Gross de nous avoir accompagnés. Je rappelle votre site internet ufologie.net. Voilà, ufologie.net. À très bientôt Patrick Gross. À très bientôt. Ça a été un réel plaisir de passer ces presque 2 heures en votre compagnie. On aura beaucoup de plaisir à vous réécouter à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange. Bonne fin de nuit. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, au revoir. Demain, rendez-vous de 22h à minuit pour 2 sujets très intéressants. Enquête sur la sœur Marie-Simon Pierre qui souffrait de maladie de Parkinson et qui aurait, grâce à sa prière à Jean-Paul II décédé, l'ancien pape décédé, vécu un miracle et aurait été totalement guéri. Alors miracle ou pas, nous en parlerons durant la première heure. Et deuxième heure, nous j'aurai le plaisir de recevoir Gilles Bernard, le président de Yance Québec, qui a vécu une expérience de mort imminente et il viendra nous la raconter et nous la faire écoutez. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous demain. Merci à Mathieu qui réalise cette émission. Merci à Morad qui était au standard pour recueillir vos appels. À Pierre Massias qui continue à me donner un précieux coup de main pour construire ces émissions. Bonne nuit à l'écoute des rééditions, non, des rediffusions. Voilà, je cherche le mot un peu fatigué. Des rediffusions des émissions de la journée et à demain.